Bonjour ou bonsoir à tous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui afin de poursuivre notre série de lectures dédiée à l'œuvre de Serge Monast. Publiée au cours des années 90, elle dévoile la véritable nature du système qui nous régit. Cette fois, notre choix s'est porté sur l'ouvrage intitulé CIA, vaccins, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides. Les thématiques abordées dans ce nouvel opus sont tout aussi passionnantes qu'effrayantes. Il traite en effet du contrôle de l'esprit, de la vaccination et d'une technologie appelée les cristaux liquides. Il nous expose les liens entre ces thématiques. Ainsi, Serge Monast nous propose de découvrir comment, à travers l'injection de cristaux liquides dissimulés dans un banal vaccin, le contrôle de l'esprit devient possible, que ce soit sur un individu ou sur les masses. Ici, Serge Monast nous livre un véritable dossier d'enquête journalistique. Il fut publié à la hâte en 1994, estimant que les populations se devaient impérativement d'avoir accès aux informations divulguées au plus vite. Ainsi, cet ouvrage comporte les copies de dizaines de documents preuves, fruits du travail d'enquête de l'auteur. Sachant que ces documents portent en eux-mêmes de nombreuses informations complémentaires, nous avons choisi de les faire apparaître dans le livre audio, sous format vidéo, en restant fidèle au déroulé du livre. N'hésitez pas à mettre pause au moment voulu, afin d'avoir le temps d'en prendre plus amplement connaissance. À la vue de l'actualité médicale internationale, à savoir le coronavirus, et considérant l'arrivée certaine d'un vaccin planétaire promu par le pouvoir occulte, il nous semblait capital de vous livrer cette enquête. Nous espérons qu'elle alimentera vos réflexions à ce sujet et qu'elle vous permettra de vous prémunir contre ce qui pourrait arriver. Nous vous souhaitons une bonne écoute. CIA, vaccins, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides, une enquête journalistique de Serge Monast. Note d'introduction. L'autoroute électronique de la mort. Même si l'enquête en cours n'est pas complètement terminée, il m'apparaît des plus urgents de publier un rapport assez complet concernant les manipulations médicales pour parvenir au contrôle politique direct de tous les individus. Avez-vous cru que la présente guerre déclenchée sur les populations par les Nations Unies, en vue d'instaurer un nouvel ordre mondial, pourtant si souvent cité par le président des États-Unis du début des années 90, George Bush, serait une guerre conventionnelle, avec des armées différentes, comme cela a été le cas dans le passé? Si en premier lieu, vous ne croyez pas qu'une guerre mondiale est en cours, c'est que vous vous obstinez, non seulement à nier les évidences de la chute de l'économie et du regroupement mondial d'organismes internationaux, mais encore, vous n'avez pas remarqué que cette guerre se fait actuellement sous 3 formes distinctes, entre autres, soit guerre économique, guerre électronique et guerre médicale. En deuxième lieu, c'est que vous êtes victime, bien malgré vous, du programme du contrôle de la volonté par le biais des ondes visuelles, télévision et cinéma, mais encore des ondes électromagnétiques, micro-ondes et électricité concentrée, de manière à provoquer chez vous
une confusion de l'esprit et un état léthargique permanent qui vous empêche de penser et de réfléchir. Car il faut bien l'admettre, le contrôle direct des individus pour des fins politiques, à cette époque, passe avant tout par la nécessité d'endormir l'esprit, le cerveau des populations, afin de les paralyser dans leur possibilité de réfléchir, de penser et de réagir. Par exemple, chaque fois que vous vous retrouvez devant une évidence, en face de preuves indubitables, devant des faits clairs et précis, que vous savez intérieurement vrais, mais que vous les rejetiez, soit par peur, soit par indifférence, mais sans y réfléchir en tout premier lieu, c'est que vous êtes victime de ce contrôle de la pensée qui veut que vous n'acceptiez comme vrai et réel que ce qui est officiel, que ce qui provient de personnalités reconnues, provenant de la télévision, du monde politique et du monde scientifique. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé pour qui et pour quels intérêts travaillent tous ces gens que vous avez appris à considérer comme étant des dieux? Un exemple plus que frappant à ce sujet est celui de l'autoroute électronique. Aucun journaliste n'a fait d'enquête sérieuse à ce propos. On vous promet une série d'avantages tout aussi invraisemblables que séduisants. On est prêt à vous l'installer gratuitement chez vous. Les compagnies qui en sont à la source vont y investir au moins 8 milliards de dollars. Et tout cela dans une période de récession où les gouvernements coupent les budgets de toutes les formes de programmes sociaux, services à la population. Depuis quand est-ce que ces compagnies donnent gratuitement des biens et des services? Comment se fait-il que ces milliards ne soient pas mis dans des programmes sociaux utiles et indispensables à la population? Comment se fait-il qu'aucun homme politique ne se soit élevé à ce sujet? Et pourtant, de plus en plus de personnes se retrouvent fichées par l'aide sociale. La classe moyenne est en train de disparaître. Les allocations familiales ont été transformées. L'assurance chômage sera réorganisée. Des dizaines d'organismes populaires disparaissent, pendant que les hommes syndicaux, supposés défendre les intérêts des travailleurs et de la société, gardent un silence inquiétant. Saviez-vous, par exemple, que l'autoroute électronique, ou le commerce électronique, a été mis sur pied aux États-Unis, défini aux États-Unis et annoncé par le président Clinton à la Maison-Blanche, à Washington, le 26 octobre 1993? Saviez-vous que ce commerce électronique a été défini, dans un document, comme devant être, en tout premier lieu, un outil de contrôle du gouvernement, pour le gouvernement et personne d'autre, dans les intérêts premiers du gouvernement, afin de l'aider à avoir un contrôle absolu de toutes les dépenses gouvernementales? Cela signifie un fichage électronique de la population, à l'intérieur duquel toutes les entreprises et les individus seront comptabilisés, perçus comme étant des unités économiques. Le meilleur des mondes, quoi. Saviez-vous que la date limite pour l'application de ce système, aux États-Unis, est le mois de janvier 1997? Saviez-vous que le gouvernement de l'avenir, le nouveau Big Brother, aura ainsi mis sur pied, par le biais de l'électronique, un profil complet de tout individu à partir de son extrait de naissance, ses dossiers scolaires, ses dossiers médicaux, ses dossiers au ministère de l'Impôt, de la Sécurité du Revenu, du ministère des Affaires sociales, ses dossiers bancaires, ses dossiers de conduite automobile et d'assurance, ses dossiers au ministère des Postes et de la Sécurité publique? Saviez-vous que le super dossier, constitué sur chaque individu, sera ainsi rendu disponible
par voie électronique d'ordinateur à toute agence internationale dans n'importe quel pays faisant partie de ce super système? Saviez-vous que le Québec sert, en ce moment, de terrain d'expérimentation à grande échelle pour l'implantation dans la population d'un tel système? Savez-vous pourquoi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément Chicoutimi au Québec, a été choisi comme première région d'implantation de ce système, et non la Côte-Nord, le bas du fleuve, l'Estrie et la Beauce, le Nord-Ouest ou encore la région de Hull? C'est pourtant là le lieu de la plus grande concentration de nationalistes au Québec. Saviez-vous que l'on compte installer 34 000 terminaux pour 1995 à Chicoutimi et 1 441 000 terminaux pour l'an 2002 à Montréal et à Québec? Saviez-vous qu'à partir du moment où ce programme sera en place, le gouvernement saura absolument tout sur vous, au point que la liberté individuelle et la vie privée auront totalement disparu? Note de l'éditeur. Le programme PRISM, qui s'écrit PRSM, également appelé US-984XN, est un programme de surveillance électronique par la collecte de renseignements à partir d'Internet et d'autres fournisseurs de services électroniques. Celui-ci n'est d'ailleurs plus secret aujourd'hui, après que Edward Snowden, ex-consultant de la NSA, ait dénoncé ce programme par voie de presse le 6 juin 2013. Fin de la note de l'éditeur. Saviez-vous de plus que l'implantation de ce système permet la disparition complète de tout argent liquide, puisque celui-ci sera devenu, à toute fin pratique, complètement inutile dans les échanges commerciaux de demain? Si vous ne saviez pas ces choses, et beaucoup d'autres, c'est que vous n'êtes pas informé et êtes victime de manipulations politiques. Le présent dossier est un dossier qui vous fera mieux comprendre combien vous n'êtes pas informé, surtout au sujet des manipulations médicales. La démocratie implique la liberté d'expression, la critique, la remise en question. Le jour où cette liberté est empêchée par la peur, les pressions politiques, économiques ou autres, cela signifie que l'on assiste à l'agonie de cette démocratie au profit d'une forme d'esclavage, quelle que soit cette dernière, et quelles que soient les raisons pour lesquelles nous l'avons acceptée. Serge Monast, 14 avril 1994. Serge Monast est membre de l'Association canadienne des journalistes et du Comité canadien pour la défense et les droits des journalistes. Il est également correspondant de presse pour les États-Unis, au Canada, pour le compte du Contact Newspaper, situé à Las Vegas, Nevada. Correspondant de presse pour l'Australie au Canada, pour le compte The Strategic Monthly Newspaper, situé à Bendigo, Vic. Directeur de l'Agence internationale de la presse libre, et il est publié avec entente de presse avec Chronique internationale en France. Le contrôle de la pensée. Technique et tactique du nouvel ordre mondial. Par Glenn Krovzik. La route longue et tortueuse.
Des tests ont été conduits sur des citoyens non volontaires et peu informés, des détenus et des militaires, utilisant des drogues psychoactives, de l'hypnose, des privations sensorielles, des thérapies électroconvulsives, des traitements aux électrochocs, ECT, de la psychochirurgie, de la thérapie de sommeil profond, des agents biologiques, armes chimiques, des substances de harassement, des commotions cérébrales, du stress, des stimulations électroniques du cerveau, ESB, des implants cérébraux électroniques, des fréquences d'énergie radio-électromagnétique et plusieurs techniques. Elles furent appliquées sur des sujets dans toutes les combinaisons qui pouvaient se montrer prometteuses pour l'influence ou le contrôle des comportements humains. Aucune alternative ne fut négligée. On ne peut trop le dire. Les résultats des expérimentations sur le contrôle de la pensée, qui ont été conduites par bon nombre de nations soi-disant civilisées, ont mené à une nouvelle espèce d'armes. Et ces armes sont utilisées aujourd'hui. Ce sont les armes du nouvel ordre mondial. Et elles sont spécifiquement conçues pour priver les individus, et même des pays entiers, de leur capacité de liberté de penser. Technique de contrôle de base. Le cerveau humain a souvent été comparé à un ordinateur. L'information est reçue, traitée, intégrée, puis une réaction est formulée et appliquée. Les contrôleurs de pensée manipulent l'information de la même manière qu'un programmeur manipule l'information. Premièrement, on contrôle la source, la qualité et la quantité d'informations qui est reçue par le processeur, dans notre cas le cerveau. Puis on contrôle la manière dont l'information est traitée, dans ce cas, par la manipulation des états de la conscience humaine. L'induction d'états de haute suggestibilité est la forme la plus banale de manipulation. La télévision est un outil efficace dans ce genre de manipulation, car elle rejoint une grande quantité de gens simultanément. La CIA est en ce moment même à installer son propre canal de télé qui aura la capacité de transmettre à partir de transmetteurs aériens avec suffisamment de puissance pour interrompre la programmation normale de n'importe quel pays et qui sera sans doute utilisée dans la guerre psychologique. Puis, on contrôle la réaction du sujet au programme et on renforce le message nécessaire pour obtenir le résultat désiré. Ceci prend la forme de feedback positif ou négatif. Dans un tout autre langage, ceci serait connu sous le terme conditionnement. Les armes de contrôle de la pensée de demain sont ici, aujourd'hui. Il existe des engins destinés à introduire des pensées dans l'esprit humain. Des engins destinés à manipuler directement l'état de conscience, la capacité de traitement du cerveau. Et des engins conçus pour lire les motifs des ondes cérébrales ou de pensée à distance. Les secrets de la vie. En janvier 1991, l'Université d'Arizona était l'hôte d'une conférence intitulée « Atelier de l'OTAN sur les phénomènes cohérents et émergents dans les systèmes biomoléculaires ». La conférence révélait des développements fascinants, mais effrayants, dans le monde des systèmes biomoléculaires. Un sujet qui englobe un vaste champ de disciplines, incluant la biochimie moléculaire, la nanotechnologie, la psychoneuroimmunologie, l'ingénierie biomoléculaire et un bon nombre d'autres disciplines reliées à l'étude de la conscience humaine.
L'organisateur et hôte de la conférence, le docteur Stuart Hamerhoff, du Collège de médecine de l'université, département d'anesthésiologie, déclara: les buts de cette conférence étaient de comprendre les mécanismes de base de la vie et de la conscience. Il prétendit que l'OTAN n'était que le commanditaire de l'événement et que leur participation se limitait à la présence de quelques représentants lors des conférences qui prenaient des notes. Hamerhoff croit que le siège de la conscience pourrait se situer dans des polymères cytosquelétaux ressemblant à des ordinateurs à l'intérieur des cellules. Ou plus clairement dit, la conscience d'un individu pourrait se trouver dans des structures microscopiques à l'intérieur de chaque cellule individuelle du cerveau. Ces structures communiquent apparemment à travers des excitations cohérentes de l'ordre des nanosecondes, c'est-à-dire une sorte de couplage d'énergie à des longueurs d'onde ultra courtes. Hamerhoff poursuit. Une idée exprimée qui a rapport à la vie après 2000 est que les protéines cytosquelettiques du cerveau pourraient être préparées dans un environnement artificiel qui pourrait être capable de contenir des fonctions cognitives. Un individu pourrait être capable de transférer sa conscience à un environnement artificiel quand son corps physique approcherait de l'expiration. Ceci soulève évidemment beaucoup de questions d'ordre philosophique et sociologique. Si nous pouvons même commencer à concevoir une technique pour enlever et ranger la conscience humaine dans un environnement artificiel, et possiblement la transférer dans un autre corps, capable de garder ses fonctions cognitives, alors personne ne devrait être surpris que le contrôle de la pensée soit possible. La technologie du contrôle. Un document, qui fut distribué à la conférence, se démarquait par son attitude différente envers les développements dont on discutait. C'était en effet un avertissement glacial aux scientifiques présents à propos des abus potentiels de leur découverte. Le sujet du document: le contrôle de la pensée. Distribué par le chercheur indépendant Harlan E. Girard, le document était intitulé « Effet des radiations gigahertziennes sur le cerveau humain, développement récent dans la technologie du contrôle politique ». Il explique comment l'énergie des micro-ondes peut être et est utilisée pour influencer et contrôler le comportement humain. Dans une lettre concernant la présentation de Girard, Stuart Hamerhoff déclare que ces prétendues techniques utilisaient des vibrations de nanosecondes, ou plus rapides, gigahertziennes, micro-ondes, etc., et donc étaient en rapport avec le thème de la conférence, c'est-à-dire la conscience reliée aux excitations cohérentes de nanosecondes dans le cytosquelette. Le document en soi, par contre, est beaucoup moins intéressant que terrifiant du point de vue scientifique. C'est un rapport fidèle sur les capacités opérationnelles d'agences qui pourraient employer de telles technologies. Girard débute la présentation en expliquant, je cite, « Les États-Unis ont développé des équipements de communication qui peuvent rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la force aux paralytiques. Ça peut débarrasser les malades en phase terminale de toute douleur, sans l'usage d'aucune drogue. Un homme peut garder l'usage de toutes ses capacités jusqu'au jour de sa mort. Ces équipements de communication se basent sur une nouvelle manière de concevoir le cerveau humain et le système neuromusculaire,
et des radiations gigahertziennes pulsées à des fréquences ultra basses. Certains de ces équipements sont maintenant opérationnels dans les rangs de la CIA et le FBI. Ils ne seront jamais utilisés pour rendre la vue aux aveugles ou l'ouïe aux sourds, parce que ce sont des pièces centrales de l'agenda politique domestique et étranger de James A. Baker et de George Herbert Walker Bush. Domestiquement, les nouveaux appareils de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui correspondent au profil imaginé pour nettoyer une population entière de terroristes. Pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations qui promeuvent la paix et le développement en Amérique centrale. Pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations opposées au déploiement et à l'utilisation des armes nucléaires, et pour créer une race d'esclaves appelée automatons, ou ce que l'on appelle plus populairement le candidat mandchou. À l'étranger, les essais ont lieu sur des otages détenus par les États-Unis au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Allemagne, en Finlande et en France. De plus, il y a eu une longue série de suicides bizarres parmi les informaticiens britanniques, ceux-ci ayant tous un quelconque lien avec l'United States Navy. Considérant la manière imprudente, désespérée et indiscriminée avec laquelle les nouvelles armes américaines ont été utilisées, les médecins s'occupant des morts et des mourants devraient prendre en compte les opinions et associations politiques connues de leurs patients avant de procéder à un diagnostic ou à conduire une autopsie. Chaos contrôlé. Considérez les horribles incidents suivants à la lumière de ce que vous venez de lire. Juillet 1984. James A. Huberty, un garde de sécurité sans dossier criminel, tue 21 personnes dans un restaurant McDonald's à San Isidro, Californie. Il est abattu par la police. Août 1984. Julian Knight, 19 ans, sans dossier criminel, tue 7 personnes et en blesse 46 lors du massacre de Hodel Street à Melbourne. Il possédait 2 carabines et un fusil de calibre 12. Il fut arrêté par la police. Décembre 1987. Frank Vikovich, 22 ans, sans dossier criminel, tue 8 personnes au bureau de poste général de la rue Queen à Melbourne. Puis il plonge de 11 étages vers sa mort. Mai 1988. Laurie Dan, dossier criminel inconnu, tue un enfant et en blesse 5 autres dans une cour d'école à Winnetka, Illinois. Puis elle se suicide. Septembre 1989. Joseph Westbaker, dossier criminel inconnu, tue 8 ex-collègues de travail et en blesse 12 dans le Standard Gravure Building à Louisville, Kentucky. Puis il se suicide en pointant le fusil sur lui-même. Avril 1990. Rodney J. Dale, taulier de dossier, 27 ans, sans dossier criminel, tue une personne et en blesse 7, tirant un total de 40 balles sur la Gold Coast, Queensland. Il possédait 2 carabines et fut blessé par la police.
Août 1991. Wade Frankum, 33 ans, sans emploi, sans dossier criminel, tue 7 personnes à Stratfield Plaza, Sydney, avec un fusil semi-automatique SKK. Puis il se suicide en se tirant une balle dans la tête. Ses derniers mots furent « Je suis désolé ». Septembre 1991. George Hennard, 35 ans, sans dossier criminel, fonce avec sa camionnette dans la cafétéria Lubis à Kailin, au Texas. Puis il tue 23 personnes et en blesse 20 dans une fusillade de 10 minutes avec un pistolet semi-automatique Glock 9 mm. Puis il se suicide. Novembre 1991. Santiago Lopez, 42 ans, mexicain, sans dossier criminel, est arrêté à l'édifice des Nations Unies à New York. Il avait en sa possession 100 balles. Son intention était de tuer. Novembre 1991. Bradley A. Cook, chef cuisinier, 32 ans, sans dossier criminel, tue une personne et en blesse une autre à Early Beach, Queensland. Armé d'un fusil d'assaut SKS, il se suicide ensuite par balle. Novembre 1991. Gang Lou, étudiant sans dossier criminel, tue 5 personnes à Iowa City, Iowa. Armé d'un revolver 38, il se suicide ensuite par balle. Novembre 1991. Thomas McEvan, 31 ans. Employé des postes sans dossier criminel, il tue 7 personnes et en blesse 7 autres à Royal Oak, USA. Il essaie de se suicider, mais il est arrêté. Il y a eu nombre d'incidents similaires dans les années récentes, incluant au moins 2 massacres à plusieurs victimes en Nouvelle-Zélande et un récent massacre en Afrique du Sud. L'incident était apparemment sans aucune relation aux tensions raciales qui empoisonnent ce pays. Alors, ces individus sont-ils réellement des fous isolés, comme les autorités et les médias voudraient nous faire croire? Sinon, auraient-ils pu être sous l'influence d'une quelconque contrôle de la pensée? Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie des documents preuves présentés dans le livre. Serge Monast nous livre une série d'articles mettant en lumière ces tueurs fous, vus sous le spectre du contrôle de la pensée. La psychologie de la terreur. Est-ce qu'un gouvernement, une corporation ou un psychiatre promouvrait intentionnellement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est très évidemment oui. Les gouvernements, les agences et les corporations qui travaillent avec eux pour le nouvel ordre mondial sont préparés
à promouvoir tout ce qui pourrait les aider à atteindre leur but de contrôle social total. L'histoire nous a si souvent démontré cela, de façon tout à fait claire et sans équivoque. En ce qui concerne le pourquoi, si vous terrorisez le public et les faisiez craindre pour leur sécurité, ils vont vous permettre d'instaurer des pratiques de loi draconiennes, de les désarmer et de garder des registres complets sur eux. Et ils n'ont qu'à vous dire que tout ceci est fait pour vous protéger, bien sûr. Deuxièmement, cela promeut la chute de la forme présente du système politique démocratique et conduit les sociétés à chercher des alternatives à la méthodologie politique actuelle. Évidemment, l'alternative a déjà été planifiée. Elle s'appelle le Nouvel Ordre mondial, et elle n'aura pas vos intérêts et votre sécurité à cœur. La peur a toujours été utilisée par les élites du pouvoir pour contrôler et subjuguer les masses. La vieille maxime de « diviser pour régner » est amenée à la limite dans tous les coins de la planète afin de s'assurer que tout le monde est effrayé pour leur propre sécurité personnelle et que tout le monde a peur ou se méfie de ceux qui l'entourent. Cela aussi, c'est du contrôle de la pensée. L'alliance impie. Un des facteurs les plus communs chez les gens qui ont commis ce genre de crime, c'est qu'ils étaient traités avec des tranquillisants ou des antidépresseurs durant la période précédant immédiatement le crime. John Hinckley Jr., qui tenta d'assassiner le président Reagan en 1981, avait ingéré plusieurs capsules de Valium 2 heures avant la tentative d'assassinat. Un agent anti-anxiété appelé Ativan avait été prescrit à Frank Vitrovic, mentionné plus haut. D'après le MIMS Drug Compendium, un des effets secondaires de l'Ativan est la rage. Est-ce là du contrôle planifié de la pensée actif? Est-ce tiré par les cheveux? Ou est-ce que ça peut possiblement ressembler à plus qu'une coïncidence que George Bush, après avoir quitté le poste de directeur de la CIA en 1977, fut nommé directeur de la compagnie pharmaceutique Eli Lilly par le père et par la famille de l'actuel vice-président Dan Quayle, qui contrôlait les intérêts de la compagnie? La famille Bush, apparemment, est aussi un des plus importants actionnaires dans d'autres compagnies pharmaceutiques, incluant Abbott, Bristol et Pfizer. Il est inquiétant de constater la fréquence avec laquelle les auteurs de ces crimes étaient sous l'influence de tranquillisants ou d'antidépresseurs tels que le Valium, Librium, Xanax, Alcyon ou Prozac, avant de commettre ces dits crimes. D'autres drogues supposément antipsychotiques, comme l'allopéridol, ont démontré des liens puissants avec les manifestations de violence. Des poursuites ont été engagées contre les principales compagnies pharmaceutiques dans un bon nombre de pays pour cette raison. Et il y a une énorme quantité de données qui tendent à prouver que ces drogues causent des comportements violents et ne sont pas un traitement efficace contre ces violences. Eli Lilly est le fabricant du très controversé antidépressif Prozac 20, que 2 millions d'Américains utilisaient en 1989. La documentation sur le Prozac déclare que cette drogue peut provoquer
de l'hostilité, de la psychose, des hallucinations et de l'acathisie, un effet secondaire bizarre qui provoque des comportements extrêmement violents chez les patients. Cela semble très étrange de prescrire une telle drogue à des patients souffrant de dépression. 2 poursuites ont été intentées contre Eli Lilly en 1990, dans lesquelles les effets secondaires du Prozac étaient présumés facteurs contribuants, des cas de meurtres, multiples suicides. L'auteur de l'Encyclopédie du meurtre moderne, publiée en 1983, observait que les crimes violents et sans raison n'étaient devenus un problème majeur que depuis les 3 dernières décennies. Dans l'introduction de son livre, il écrit, je cite, « Nous considérons des crimes comme sans motif s'ils ne semblent rapporter rien à personne. Avant 1960, de tels crimes étaient rares, et ceux qui ont lieu appartiennent à la fin de la décennie. » Fin de la citation. Serait-il peu raisonnable de suggérer que les produits pharmaceutiques modernes et les pratiques psychiatriques inefficaces puissent avoir un quelconque rapport dans cette montée de crimes gratuits? Plusieurs chercheurs croient qu'un grand nombre d'individus dans le domaine de la santé mentale provoquent de tels incidents et qui travaillent de concert avec les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements pour aider à instaurer le nouvel ordre mondial dans lequel les sociétés sont contrôlées avec de telles drogues, ou serait-ce des armes chimiques? Considérez cette citation du psychologue James V. McConnell, qui fut publiée dans un numéro de 1970 de Psychology Today. Je cite. « Le jour est arrivé où nous pouvons combiner la privation sensorielle avec des drogues, de l'hypnose et la manipulation astucieuse de la punition et de la récompense pour parvenir au contrôle presque absolu sur le comportement d'un individu. Il devrait alors être possible de développer une méthode de lavage de cerveau extrêmement rapide et efficace qui nous permettrait d'effectuer des changements radicaux dans la personnalité et les comportements d'un individu. Nous devrions réformer, de sorte que nous serions tous entraînés dès la naissance à faire exactement ce que la société exige de nous. Nous avons les techniques pour le faire. Personne n'est le détenteur de sa propre personnalité. Vous n'avez pas choisi la personnalité que vous avez. Et il n'y a pas de raison de croire que vous devriez avoir le droit de refuser de recevoir une nouvelle personnalité si l'ancienne est antisociale. Fin de la citation. Il est important de noter, à ce stade, que le docteur Ewen Cameron, qui conduisit des recherches sur le contrôle de la pensée très approfondies lors du programme MK-Ultra pour la CIA au Allan Memorial Institute de l'Université McGill à Montréal, Canada, fut à des moments variés président de l'Association psychiatrique américaine, président de l'Association psychiatrique canadienne et président de l'Association mondiale des psychiatres. Les recherches de Cameron, qui furent couvertes de façon très approfondie dans les numéros de janvier, février et avril-mai de Nexus, formaient la base de la tristement célèbre thérapie du sommeil profond, qui fut utilisée de 1963 à 1979 à l'hôpital privé de Chelmsford à Sydney et qui causa la mort de 20 patients.
Les recherches de Cameron étaient basées sur celles du psychiatre anglais William Sargant, qu'il considérait comme l'expert en techniques communistes d'extorcation de confession. Le diable des diables. La manipulation, à travers la psychiatrie, a depuis longtemps joué un rôle majeur dans les plans de domination mondiale à travers le contrôle de la pensée du nouvel ordre mondial. Arlan Girard prétend que c'est le docteur Louis Jolyon Jolly West, président du département de psychologie de la UCLA et directeur de son institut neurophysiologique, qui est le coordinateur du programme secret du gouvernement américain de contrôle de la pensée. Girard n'est pas la seule, et sûrement pas la première personne à affirmer ceci. West, qui a conduit de vastes recherches sur les lavages de cerveau coréens effectués sur les prisonniers de guerre américains, a aussi dirigé un programme, financé par la CIA, de recherche liée au LSD au début des années 60, lorsqu'il était à l'université de Oklahoma. Pendant cette période, il avait l'honneur peu sérieux d'être le seul homme à jamais avoir administré une dose de LSD à un éléphant, au zoo municipal de Oklahoma. L'éléphant est mort peu de temps après. Puis, il a participé au Congrès international sur les drogues hallucinogènes de 1965, qui était financé par la CIA. Durant ce congrès, il a été suggéré que les ministres de culte soient entraînés sous les effets du LSD. West est aussi un anti-religieux réputé, et il a fait une fortune en témoignant contre les religieux dans les cours des États-Unis. Sa plus grande période d'infamie politique commence le 11 janvier 1973, lorsque le gouverneur de la Californie de l'époque, Ronald Reagan, annonce lors de son discours annuel de l'État de l'État la formation d'un centre multidisciplinaire pour l'étude et la réduction de la violence. Je cite : « Ce centre explorera tout type de violence, ce qui les cause, la façon de les détecter, de les éviter, de les contrôler et de les traiter. » Fin de la citation. Le directeur du centre n'était nul autre que le docteur Louis Jolyon West. Les intentions de ce centre étaient délibérément vagues et jalousement gardées, du public au moins. Des documents photocopiés ont finalement pu être obtenus qui indiquaient les programmes proposés par le centre, qui incluaient des études génétiques, biochimiques, neurophysiologiques d'individus violents, dont des prisonniers et des enfants hyperkinétiques, des expériences sur la pharmacologie des drogues qui provoquent et atténuent la violence, des études sur les comportements de danger de mort durant le cycle menstruel, des études sur les aspects hormonaux de la passivité et de l'agressivité chez les enfants mâles, des études sur les différents niveaux d'agressivité des différentes ethnies, et plus important, le développement de tests permettant la détection de la violence prédisposant aux désordres cérébraux avant un acte violent. L'application de ces plans devait inclure un test de détection à grande échelle pour détecter la violence prédisposant aux désordres cérébraux. West avait aussi très hâte d'essayer la machine Schwitzgebel, avec laquelle l'on implante de petites électrodes dans le cerveau, les connectant ensuite à des transmetteurs radio, permettant ainsi un contrôle par télécommande.
des détecteurs de missiles modifiés devaient être utilisés pour toujours savoir où se trouve le sujet. Le gouverneur Reagan a rapidement tenté d'exécuter les plans de West, mais il a rencontré une forte résistance sur plusieurs fronts. La pression pour interdire ce programme s'est accentuée lorsque le président du sous-comité sur les droits constitutionnels, le sénateur Frank Ervin, a commissionné une étude sur l'implication du gouvernement dans nombre de nouvelles techniques de contrôle de la pensée. Lorsque Ervin réussit à obtenir une lettre de West au directeur de la santé de l'État de la Californie, datée le 22 janvier 1973, sur laquelle il propose que les militaires lui remettent une base de missiles nucléaires Nike située sur les collines de Santa Monica, dans le but d'y effectuer des recherches, il réveilla beaucoup de soupçons. Les instigateurs du Centre de recherche sur la violence ne purent pas fournir d'explications valables au sujet de l'utilisation de la dite base aux membres du Sénat californien. Mais en plus, West n'avait jamais clairement défini ce qu'il entendait par comportement indésirable, ou le pourquoi de la nécessité de travailler à l'intérieur d'un silo de missiles protégé et clôturé. Son projet au complet fut attaqué, puis finalement abandonné. Ou ne serait-il pas devenu seulement clandestin? Le soutien de Reagan pour le concept de contrôle des comportements, lire contrôle de la pensée, n'a toutefois pas été amoindri par cet incident. Et il est presque certain qu'un peu de vie a été insufflé dans bon nombre de ses recherches secrètes lorsqu'il devint président. Il n'y a que trop de raisons de soupçonner le docteur Louis Joyland West d'être le chef de file dans la recherche sur le contrôle de la pensée. Il a travaillé à perfectionner ces techniques sur des êtres humains depuis très longtemps. Un mémo de la CIA, daté du 14 janvier 1953 et intitulé « Technique d'interrogation », contient le passage suivant. Je cite. Si les services du Major Louis G. West de la USAF, entre parenthèses MC, un hypnotisateur réputé, pouvaient être obtenus, ainsi que ceux d'un professionnel des techniques conventionnelles d'interrogation et de polygraphe, et les services du colonel X dont le nom a été effacé, un centre complet d'interrogation pourrait être mis sur pied dans un endroit spécialement sélectionné. Fin de la citation. La CIA proposait que, je cite, « Ce laboratoire contiendra une salle spéciale dans laquelle tous les aspects significatifs de l'environnement peuvent être contrôlés. Cette salle contiendra, entre autres, une large variété de polygraphes pour des renseignements simultanés d'un grand nombre de réactions physiologiques de l'individu étudié. Dans cet endroit, un grand nombre de variables hypnotiques, pharmacologiques et d'environnement sensoriel seront manipulées de façon calculée et des enregistrements seront faits des réactions du sujet. » Fin de la citation. Aldous Huxley, auteur du roman Le meilleur des mondes, se réfère à West de nombreuses fois dans ses ouvrages. En 1953, il a écrit que West effectuait des recherches sur l'hypnotisme et sur la mescaline. Plus tard, en 1961, il rapportait que West l'avait informé qu'il faisait alors des expériences sur la privation sensorielle et qu'il profitait des équipements les plus avancés. Le savoir obtenu par ces expériences horribles, ainsi que de milliers d'autres,
est appliqué au contrôle de la pensée aujourd'hui. Contrôle de la pensée volant non identifié. Il est important de noter qu'un des protégés de Louis Jolyon West, Barry Taff, a coécrit un article pour le magazine UFO dans lequel il propose que ce sont les extraterrestres qui sont responsables de ces activités. Taff a travaillé à l'Institut neuropsychiatrique de la UCLA. Et selon le chercheur originaire de Los Angeles, Martin Cannon, il a été en étroit contact avec un grand nombre d'agences gouvernementales, dont l'Institut national de la santé mentale, la Corporation Rand, la Commission sur l'énergie atomique et la CIA. L'article s'intitulait « Les phénomènes paranormaux et les ovnis » et il a paru dans UFO, volume 2, numéro 4. Cannon a élaboré une longue liste de parallèles entre des supposés phénomènes d'abduction par des extraterrestres et sur les documents sur les expériences de contrôle de la pensée, dans une recherche extrêmement bien renseignée, avec des références impeccables de 60 pages, intitulée « Les contrôleurs, une nouvelle hypothèse sur les abductions par des E.T. ». Une version condensée de cette recherche fut publiée dans le numéro d'octobre de la revue MUFON UFO Journal. Ce qui m'a laissé douter de toutes les bases du phénomène des ovnis. Se pourrait-il que ce soit là le plus grand projet de contrôle de la pensée jamais élaboré? Je vous propose d'examiner clairement les preuves avant de les discréditer. Comme par hasard, l'éditeur du magazine UFO, Vicky Cooper, est la nièce de Grant Cooper, qui était l'avocat de Sirhan Sirhan, après que celui-ci ait été accusé de l'assassinat de Robert Kennedy. Le film de Theodore Sharash, The Second Gun, contient une entrevue avec la mère de Sirhan, dans laquelle elle maudit l'avocat de son fils. Il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que Sirhan était victime du contrôle de la pensée. Ai-je fait cela? Le docteur Leonard Diamond, directeur de la défense au procès de Sirhan, a été très surpris lorsqu'il plaça Sirhan en état d'hypnose. Il nota que la facilité avec laquelle il entra en état d'hypnose démontrait clairement qu'il avait déjà été hypnotisé antérieurement. Diamond questionna Sirhan pendant son état hypnotique et lui demanda d'écrire les réponses à ses questions. Puis il nota, je cite, « Sirhan écrivait comme un robot, et il répétait un mot ou une phrase jusqu'à ce que je l'arrête. » Fin de la citation. Il montra alors à Sirhan le journal personnel de celui-ci, lui demandant « Est-ce de l'écriture de fou ?»« Oui, 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 écrivit Sirhan. »« Êtes-vous fou ?» lui demanda-t-il alors. « Non, non, » répliqua Sirhan. « Alors pourquoi cette écriture de fou ?» demanda-t-il alors. « De la pratique, de la pratique, de la pratique, » fut la réponse. « De la pratique pourquoi ?» demanda Diamond. « Contrôle de la pensée, contrôle de la pensée, contrôle de la pensée, » écrivit Sirhan. Sept ans après l'assassinat de Kennedy, un officier des services secrets américains
fit passer un test de stress psychologique à Sirhan. On l'a depuis entendu dire à maintes reprises, tout dans ce test démontre que quelqu'un d'autre était involucré dans l'assassinat et que Sirhan avait été programmé à travers l'hypnose à tuer RFK. L'avocat anglais Fenton Bressler croit que Mark David Chapman, qui accéda à une notoriété mondiale en assassinant John Lennon le 8 décembre 1980, était lui aussi un assassin programmé. Dans son livre « Qui a tué John Lennon ?», Bressler soutient ses propos de façon convaincante. Il prétend que Chapman est entré en contact avec la CIA pendant qu'il travaillait pour la YMCA, une organisation qui aurait servi de façade à la CIA en de nombreux pays étrangers. Chapman a choisi de travailler pour la YMCA à Beyrouth, étrangement, la ville qui serait, selon les rumeurs, le centre d'entraînement des assassins de la CIA. Les témoins de l'assassinat ont affirmé que Chapman s'est placé dans une position ressemblant beaucoup à une position de combat, juste avant de tirer sur la gâchette, et la première réaction du détective qui l'a arrêté, Arthur O'Connor, fut de dire que Chapman paraissait hébété et qu'il semblait avoir peut-être été programmé. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, une liste des drogues testées par la CIA au cours des projets secrets Bluebird, Artichoke, MK-Ultra et MK-Delta, qui sont tous des projets de recherche secrets sur le contrôle de la pensée. Ce document preuve nous est fourni par Serge Monast à ce moment du livre.